À 4h, 57 camions traversent une route déserte près du Togo, trop parfaitement alignés pour la routine. Un drone s'élance, le ciel se verrouille et sous la farine et le lait apparaissent fusils, grenades, roquettes, missiles, rangés, avec une logique identique, certains codés 2023, pour une valeur annoncée de 700 millions de dollars. Que dit, pour la sécurité de tous, ce créneau 3H45-4H20 que suit Ibrahim Traoré en direct? Parce qu'en moins de 2 heures, des trajets convergents et des consignes fragmentées suffisent à prouver la méthode. Cette enquête fait une promesse précise: montrer comment une nation peut être attaquée sans affrontement direct par la seule maîtrise des routes, des horaires et des flux logistiques ordinaires. Le bénéfice est clair pour le lecteur: comprendre une méthode invisible aujourd'hui avant qu'elle ne se reproduise demain ailleurs. À première vue, il pourrait s'agir d'une saisie spectaculaire de plus dans une région habituée au trafic. Pourtant, l'enjeu dépasse largement l'événement. Si un réseau est capable de faire converger des dizaines de camions sans éveiller les radars, il peut se déplacer, s'adapter, puis frapper sur un autre axe, enfin, avec d'autres marchandises et d'autres objectifs. Ce dossier engage donc une question de souveraineté opérationnelle. Il ne s'agit pas seulement de ce qui a été intercepté, mais de ce que l'État a failli ne pas voir. Chaque détail compte. Une heure choisie, un itinéraire secondaire, une instruction fragmentée. Relier ces indices ou échouer à le faire détermine la vitesse de réaction face à la prochaine menace. Ce qui est en jeu ici, c'est la capacité collective à détecter la normale cachée dans le banal. En moins de 2 heures après la saisie du premier camion, un chiffre s'impose: 57 véhicules n'étaient pas partis du même point. Cette convergence parfaite, mesurée presque en temps réel, révèle une opération pensée pour échapper au radar plutôt qu'un trafic improvisé. Là où les enquêteurs s'attendaient à des erreurs humaines, ils découvrent une précision quasi militaire. Chaque itinéraire évite des points de contrôle différents. Chaque chauffeur ne connaît qu'un fragment du trajet et aucun ne dispose d'une vision d'ensemble. Cette fragmentation n'est pas un détail anecdotique. Elle constitue une assurance. En limitant l'information détenue par chacun, le réseau réduit le risque de fuite et rend toute reconstitution plus lente. Très vite, un autre élément attire l'attention: la répétition des mêmes signatures logistiques. Les caisses sont scellées de manière identique, les compartiments obéissent à une logique commune, les références codées se répondent. Ce n'est pas la nature des armes qui bouleverse l'enquête, mais l'ordre dans lequel elles ont été dissimulées. L'ensemble mime une routine commerciale ordinaire, suffisamment crédible pour se fondre dans le paysage nocturne des routes frontalières. À ce stade, l'affaire change d'échelle. Il ne s'agit plus d'intercepter des objets illicites, mais de comprendre une méthode. Un acteur extérieur, doté d'une portée transnationale, semble tester la capacité de l'État à relier des indices dispersés. Le convoi devient alors un instrument de mesure. Mesurer ce que l'État voit, ce qu'il rate, et le temps qu'il lui faut pour comprendre. Informé au fil des interceptions, Ibrahim Traoré suit l'opération comme une séquence stratégique. Chaque camion arrêté confirme que la menace ne réside pas uniquement dans le contenu des caisses, mais dans la logique qui les a mises en mouvement. Cette logique repose sur la synchronisation, la banalité apparente et la maîtrise du temps. Le contexte régional amplifie cette lecture. Dans un Sahel marqué par des frontières poreuses et des flux constants, la nouveauté n'est pas la circulation, mais la coordination. Ce que révèle cette nuit, c'est qu'une attaque peut progresser sans violence visible par l'exploitation minutieuse des habitudes. La question ouverte au terme de cette mini-révélation est simple: si cette méthode a fonctionné une fois, combien de fois peut-elle être reproduite avant d'être détectée? Au cœur de cette nuit, un nom s'impose progressivement: le capitaine Moussa Kaboré, responsable des gardes-frontières de la région des Canaries. Habitué à observer des routes silencieuses où l'anomalie se cache dans le détail, il perçoit immédiatement que ce convoi est trop ordonné pour relever d'une simple contrebande. Ce n'est ni la vitesse des camions, ni leur chargement apparent qui l'alerte, mais la cohérence de l'ensemble, comme si chaque mouvement répondait à un schéma préétabli. Caboret n'agit pas dans la précipitation. Il mobilise une petite équipe, ajuste les positions et choisit l'interception la moins visible possible. L'objectif n'est pas de bloquer tout le flux d'un coup, mais de tester la réaction du dispositif. Le premier camion arrêté confirme l'intuition, puis un deuxième, puis un troisième. À chaque arrêt, la même organisation apparaît, la même signature logistique, la même absence de hasard. L'impact est immédiat pour l'équipe sur le terrain.
Ce qui devait être un contrôle ciblé devient une opération de protection à grande échelle. En quelques minutes, une vigilance individuelle se transforme en barrière collective. Les agents comprennent qu'ils ne font pas face à un incident isolé, mais à une mécanique plus vaste, dont chaque camion n'est qu'un segment. Cette bascule a un effet structurant. Elle modifie la manière de lire les indices, d'interroger les chauffeurs, de cartographier les routes secondaires. Elle impose aussi une discipline nouvelle. Documenter chaque détail, relier chaque fragment, penser en système plutôt qu'en cas. Dans cette phase précoce, l'action de Caboret produit un enseignement central. Une crise naissante peut être contenue avant de devenir incontrôlable, si quelqu'un reconnaît à temps que la normale se dissimule souvent derrière une organisation trop parfaite. Avant cette nuit-là, les contrôles frontaliers relevaient d'une routine connue. Après l'immobilisation du premier camion, la logique change entièrement. L'activation est presque silencieuse. Lorsque le premier véhicule est arrêté, rien ne laisse encore présager l'ampleur de ce qui suit. Les sacs de farine sont déplacés, les caisses de lait ouvertes, et sous cette couverture, celle-là, banale, apparaissent des armes soigneusement emballées. Ce n'est pas la découverte en elle-même qui déclenche l'alerte stratégique, mais la manière dont tout est disposé. Rien n'est entassé. Chaque caisse est scellée selon le même procédé. Chaque compartiment répond à une logique identique. À cet instant précis, les enquêteurs comprennent que ce chargement n'a pas été improvisé. Il a été conçu pour passer inaperçu, intégré à une routine logistique crédible. Le moment décisif de cette séquence arrive rapidement. Un deuxième camion est intercepté, puis un troisième. À chaque fois, la même signature apparaît. Les chauffeurs ne se connaissent pas nés pas. Ils n'ont pas partagé le même point de départ. Pourtant, leurs itinéraires convergent avec une précision troublante. Les auditions révèlent que chacun ne détient qu'une partie des instructions. Personne ne connaît le plan dans son ensemble. Cette fragmentation empêche toute vision globale et limite les fuites. Ce qui semblait être une série d'actes isolés devient un dispositif cohérent, pensé pour fonctionner même si une partie a été compromise. Puis, la tension monte d'un cran lorsque plusieurs chauffeurs évoquent un détail identique. Un créneau horaire garanti. Entre 3:45 et 4h20, la route devait être libre. Cette information change radicalement la lecture de l'affaire. Il ne s'agit plus seulement de routes choisies, mais de temps maîtrisé. Quelqu'un anticipe les contrôles, connaît les rythmes et sait quand le passage est le plus sûr. À ce stade, l'hypothèse d'un trafic opportuniste s'effondre. La synchronisation est trop parfaite pour être fortuite. La temporalité devient une arme à part entière. Les répliques s'enchaînent alors. 3 camions deviennent 5, puis 10, puis des dizaines. Chaque nouvelle interception enrichit la cartographie de l'opération. Des routes secondaires récurrentes apparaissent. Des points de regroupement discrets se dessinent. Des références codées sont retrouvées sur des téléphones ou dans des poches. Les enquêteurs comprennent que le convoi visible n'est peut-être qu'une partie d'un ensemble plus vaste, pensé pour tester la capacité de l'État à détecter une menace dissimulée dans la normalité. À mesure que l'information remonte, l'affaire dépasse le terrain opérationnel. Elle devient politique et stratégique. Informé en temps réel, Ibrahim Traoré suit l'évolution de la situation comme une séquence de décisions. Chaque camion arrêté confirme que la menace ne réside pas uniquement dans le contenu saisi, mais dans la méthode révélée. Le convoi agit comme un révélateur. Il montre comment une attaque peut progresser sans violence apparente, par la seule maîtrise des flux. Ce flux d'événements marque une rupture nette. Avant, les saisies étaient fragmentées et traitées comme des incidents. Après, l'État se trouve face à un test de résilience. Ce qui est en jeu n'est plus seulement d'intercepter, mais de comprendre comment une mécanique entière a pu se déployer presque sans être vue. Avant cette nuit, les interceptions frontalières étaient analysées comme des événements dispersés, rarement comparables entre les deux. Après la saisie des premiers camions, 3 mesures suffisent à changer de registre et à structurer la preuve. La première mesure est le volume. 57 camions identifiés dans une même opération. Pris isolément, un véhicule peut relever de l'opportunisme. Pris ensemble, ce nombre décrit une architecture. Aligner autant de camions impose des points de départ multiples, des itinéraires compatibles et une discipline d'exécution rigoureuse. Ce volume n'optimise pas seulement le transport, il teste la perception. Plus la colonne est grande, plus elle mise sur sa capacité à passer pour normale. La quantité devient ici un langage opérationnel. La deuxième mesure est la valeur annoncée de la saisie, estimée à 700 millions de dollars.
Une telle somme ne se finance pas par une succession d'initiatives improvisées. Elle suppose des circuits établis, des décideurs identifiables et une tolérance au risque calculé. Cette valeur ne fonctionne pas comme un simple chiffre comptable. Elle signale une intention de long terme. Investir à ce niveau indique que l'objectif dépasse le gain immédiat. Il s'agit de produire des effets durables, politiques ou sécuritaires, et non de maximiser une marge ponctuelle. La troisième mesure est temporelle. Plusieurs chauffeurs évoquent une fenêtre précise, garantie à l'avance, entre 3h45 et 4h20. Un itinéraire peut être deviné ou contourné. Une temporalité, en revanche, suppose un accès à l'information ou une capacité d'anticipation fine. Cette précision réduit presque à zéro la part du hasard. Elle montre que la menace ne choisit pas seulement un espace, mais un moment. Dans cette logique, le temps devient un outil aussi décisif que la route elle-même. Pris séparément, ces trois éléments pourraient encore prêter à débat. Ensemble, ils structurent une démonstration. Le volume décrit l'ampleur du dispositif. La valeur décrit la profondeur de l'intention. La fenêtre horaire décrit le niveau de contrôle. À partir de ce triptyque, l'enquête ne peut plus rester une addition de saisies, elle doit devenir une reconstruction de système. C'est à ce stade que l'exigence change. Il ne suffit plus de compter les camions ou d'inventorier les armes. Il faut relier les trajets convergents, croiser les informations financières, comparer les origines et vérifier chaque numéro de série. Informé de l'évolution des éléments, Ibrahim Traoré insiste pour que la preuve soit robuste plutôt que spectaculaire. L'objectif n'est pas d'impressionner, mais de démontrer point par point qu'un plan existait et qu'il obéissait à une logique cohérente. Cette bascule méthodologique a une conséquence directe. Elle transforme une nuit d'interception en un dossier stratégique. Ce que l'État établit ici, ce n'est pas seulement combien a été saisi, mais comment une attaque invisible peut être conçue, mesurée et, surtout, reconnue à temps. À mesure que les éléments de l'enquête deviennent publics, deux lectures concurrentes s'imposent dans les cercles d'analyse. La première minimise la portée de l'affaire. Selon cette thèse, il s'agirait avant tout d'un trafic d'armes classique, certes volumineux, mais inscrit dans une réalité régionale connue. Le Sahel est traversé depuis des années par des flux illicites, et l'interception d'un convoi important ne serait qu'une variation quantitative d'un phénomène ancien. Dans cette lecture, l'événement aurait été amplifié par un récit politique visant à renforcer l'autorité de l'État et à consolider une légitimité interne fragile. La seconde thèse, plus technique, reconnaît l'ampleur de la saisie, mais la rattache à des réseaux criminels transnationaux sans intention politique directe. Les défenseurs de cette analyse soulignent que la fragmentation des itinéraires, la compartimentation de l'information et la synchronisation sont des méthodes éprouvées du grand banditisme. Elles permettent de réduire les risques et d'augmenter les chances de succès. Selon cette approche, parler d'ingérence ou de tests stratégiques reviendrait à surinterpréter des pratiques logistiques sophistiquées, mais fondamentalement orientées vers le profit. Ces deux lectures présentent une cohérence apparente. Elles s'appuient sur des précédents documentés et sur une prudence analytique compréhensible. Pourtant, elles se heurtent à plusieurs éléments concrets du dossier. D'abord, le volume même du dispositif. Un réseau criminel cherche la discrétion maximale et évite généralement des opérations susceptibles d'attirer l'attention par leur taille. Ici, la masse de véhicules semble au contraire assumée, comme si la visibilité contrôlée faisait partie du calcul. Ensuite, la dimension temporelle affaiblit l'hypothèse opportuniste. La garantie d'un créneau précis implique une connaissance fine des rythmes de contrôle ou une capacité à les influencer. Ce degré d'anticipation dépasse les standards habituels du trafic cherchant uniquement l'efficacité économique. Enfin, la valeur annoncée de la cargaison renforce ce doute. Un investissement de cette ampleur suggère une tolérance au risque incompatible avec une simple logique de rendement rapide. C'est sur cette accumulation d'indices que l'analyse portée par Ibrahim Traoré tranche. En considérant ensemble les paramètres logistiques, financiers et temporels, l'État choisit de traiter l'affaire comme un test de résilience plutôt que comme un délit isolé. Ce choix oriente l'enquête vers la reconstruction d'un système. Cette lecture, même prise au sérieux, atteint alors sa limite. Lorsque la méthode devient un message, le cadre du crime organisé ne suffit plus à expliquer l'ensemble. La bascule analytique intervient lorsque les enquêteurs relient des documents dispersés à une même structure mentionnée dans des échanges cryptés. Ce nom, discret mais récurrent, n'identifie pas une cargaison ni un itinéraire. Il décrit une architecture. À partir de là, les armes cessent d'être des objets saisis et deviennent des indices d'un système coordonné.
capable d'assembler routes, financement et temporalité sur plusieurs continents. L'opération observée n'est plus une fin en soi, mais un test grandeur nature. Ce révélateur change l'angle de lecture. Les trajets convergent, la fragmentation des consignes et la fenêtre horaire garantie prennent sens ensemble. Ils composent une méthode reproductible, pensée pour être déplacée vers d'autres frontières, d'autres pays, d'autres contextes. Le convoi devient un instrument de mesure. Mesurer ce que l'État voit, ce qu'il relie et à quelle vitesse. La menace cesse d'être locale, elle devient scalable. À ce stade, Ibrahim Traoré fait un choix stratégique. Plutôt que de refermer l'affaire sur une saisie spectaculaire, l'État décide d'exposer la mécanique. La transparence devient un outil opérationnel. En ordonnant les preuves et en nommant les liens, le pays retire au réseau son avantage principal, le secret. Ce tournant ne clôt rien. Il ouvre une phase où comprendre vaut autant qu'intercepter, et où la souveraineté se joue dans la capacité à rendre visible l'invisible. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. La saisie transforme une logique de contrôle ponctuel en une doctrine de détection systémique. Les services comprennent que la menace ne se manifeste plus seulement par des affrontements visibles, mais par des flux ordinaires, rendus invisibles par leur banalité. Cette prise de conscience impose une réorganisation. Croiser plus vite les données, relier des signaux faibles et traiter la synchronisation comme un indicateur central. En suivant l'affaire jusqu'à ses implications méthodologiques, Ibrahim Traoré engage l'appareil sécuritaire dans une lecture plus large du risque, où comprendre la méthode compte autant que bloquer le contenu. Pour les acteurs économiques, l'impact est plus ambigu. D'un côté, l'exposition d'une telle opération rassure partiellement. Elle montre que l'État peut détecter une menace complexe avant qu'elle ne produise des effets violents. De l'autre, elle révèle la vulnérabilité des chaînes logistiques, des routes commerciales ordinaires, des cargaisons apparemment humanitaires ou alimentaires peuvent être instrumentalisées sans alerter immédiatement. Les entreprises opérant dans le transport et le commerce régional comprennent que leur activité peut devenir malgré elles un vecteur de risque stratégique. Cette réalité impose une vigilance nouvelle, faite de contrôles internes et de coopération accrue avec les autorités. Pour les citoyens, la conséquence est d'abord perceptive. L'événement modifie la manière de penser la sécurité. Il ne s'agit plus seulement de frontières lointaines ou de combats armés, mais d'une menace qui circule dans le quotidien, à des heures creuses, sur des routes familières. Cette révélation peut susciter de l'inquiétude, mais elle produit aussi un effet mobilisateur. L'idée que la vigilance collective compte, que des détails apparemment insignifiants peuvent signaler un danger plus vaste, s'installe progressivement dans le débat public. La sécurité cesse d'être une abstraction réservée aux forces armées. À l'échelle régionale, enfin, l'onde de choc est immédiate. Les pays voisins prennent acte d'une méthode capable de traverser les frontières sans les heurter frontalement. Le cas burkinabé devient un point de référence. Il montre que la stabilité du Sahel ne dépend pas seulement du contrôle militaire, mais de la capacité à lire des réseaux transnationaux fluides. Cette lecture favorise des échanges accrus d'informations et une coordination plus étroite entre États confrontés aux mêmes vulnérabilités. Ces quatre niveaux dessinent un même constat. L'interception ne vaut pas uniquement par ce qu'elle empêche, mais par ce qu'elle révèle. En traitant l'affaire comme un test de résilience, Ibrahim Traoré transforme une nuit d'opération en leçon stratégique durable, dont les effets dépassant largement les frontières nationales. Dans un premier scénario, le plus probable, prolonge la dynamique actuelle sans rupture majeure. Le Burkina Faso consolide les enseignements tirés de l'affaire et renforce progressivement ses capacités de lecture des flux. Les procédures évoluent, la coopération régionale s'intensifie par échange d'informations ciblées et la doctrine sécuritaire intègre davantage la notion de synchronisation invisible. Dans ce cadre, la méthode révélée est mieux comprise mais pas totalement neutralisée. Le risque ne disparaît pas, il est semblé contenu. La stabilité reste fragile, dépendante de la constance des efforts et de la capacité de l'État à maintenir une vigilance transversale dans la durée. Dans une version plus favorable, suppose une accélération. Les autorités parviennent à transformer l'épisode en catalyseur régional. Les pays voisins harmonisent entre leurs dispositifs, partagent plus rapidement les signaux faibles et coordonnent les contrôles temporels autant que spatiaux. Cette convergence réduit les angles morts et augmente le coût opérationnel pour tout réseau cherchant à tester la résilience des États. Dans cette hypothèse, la transparence choisie devient un avantage stratégique.
En exposant la mécanique, le Burkina Faso contribue à la rendre moins reproductible ailleurs. La stabilité régionale s'en trouve renforcée non par la dissuasion brute, mais par une capacité collective à anticiper. Dans une hypothèse plus sombre, repose sur une hypothèse inverse. Les vulnérabilités mises au jour sont exploitées plus vite que les réformes ne se mettent en place. Des acteurs extérieurs adaptent la méthode, changent de route, de marchandises ou de fenêtres horaires, et déplacent le test vers d'autres axes. À l'intérieur, les contraintes économiques et politiques freinent la mise en œuvre des ajustements nécessaires. Dans ce contexte, la pression s'accroît. La menace ne prend pas la forme d'une crise ouverte, mais d'une succession d'épreuves discrètes, érodant progressivement la confiance et les capacités de réaction. Ces trois scénarios ne prétendent pas prédire l'avenir. Ils servent de cadre de lecture. Leur point commun est une leçon simple. La sécurité ne se joue plus seulement sur ce qui est visible. Elle dépend de la capacité à relier des éléments dispersés avant qu'ils ne convergent. Pour l'État, comme pour la région, l'enjeu des prochains mois sera moins de réagir à un événement que d'installer durablement une manière de voir. La question centrale devient alors conditionnelle. Si les enseignements sont intégrés rapidement, la méthode perd de sa puissance. Si l'attention retombe, elle peut se reconfigurer. Entre ces deux issues, le choix n'est pas abstrait. Il se joue dans des décisions concrètes, prises jour après jour. Pour une première catégorie d'acteurs, ceux directement impliqués dans la sécurité et l'administration, l'affaire agit comme un miroir. Elle rappelle que les menaces les plus structurantes ne se présentent pas toujours sous une forme spectaculaire. Elles se glissent dans les routines, exploitent les angles morts et avancent à la vitesse des habitudes. La leçon est exigeante. Il ne suffit plus d'appliquer des procédures, il faut apprendre à les interroger en permanence, à détecter ce qui paraît trop fluide pour être innocent. Pour une seconde catégorie, composée d'acteurs économiques, de transporteurs et d'opérateurs logistiques, l'épisode invite à une relecture du rôle quotidien. Une chaîne d'approvisionnement n'est jamais neutre. Elle peut, sans intention initiale, devenir un maillon d'un dispositif plus vaste. Comprendre cela ne signifie pas se transformer en force de sécurité, mais accepter que la vigilance fasse désormais partie de la responsabilité professionnelle. Des anomalies mineures, des synchronisations inhabituelles ou des instructions fragmentées prennent une signification nouvelle. Pour les citoyens, enfin, l'impact est plus diffus, mais tout aussi réel. L'affaire montre que la sécurité n'est pas uniquement une affaire lointaine, réservée aux frontières ou aux institutions. Elle traverse les routes ordinaires, les horaires creux, les gestes répétés. Cette prise de conscience peut susciter une inquiétude légitime, mais elle peut aussi renforcer un sentiment de participation. Être attentif, signaler la normale, comprendre les mécanismes, plutôt que céder aux rumeurs, devient une forme d'engagement civique. Dans ce cadre, le rôle de l'État reste central, mais il n'est plus solitaire. En assumant une lecture systémique de la menace, Ibrahim Traoré engage une dynamique où la compréhension partagée devient un facteur de résilience. Le spectateur n'est pas sommé d'agir de manière héroïque, il est invité à regarder différemment ce qui semblait d'aller de soi. La projection est simple. Si chacun intègre cette manière de voir, la méthode révélée perd en efficacité. Si elle est ignorée, elle conserve son pouvoir de surprise. La première étape concerne la détection. L'État doit renforcer sa capacité à repérer les signaux faibles avant qu'ils ne convergent. Cela implique de traiter la synchronisation comme un indicateur à part entière, au même titre qu'un itinéraire ou une cargaison. Concrètement, il s'agit de croiser plus rapidement les horaires de passage, d'identifier les répétitions anormales et de relier des événements qui, pris isolément, paraissent banals. La mesure du temps devient un outil aussi stratégique que le contrôle de l'espace. La deuxième étape porte sur la coordination. Une méthode transnationale ne peut être lue efficacement par un seul acteur. Le partage d'informations avec les pays voisins doit gagner en fluidité et en régularité, non pas uniquement lors des crises, mais dans la routine. Des échanges structurés sur les routes secondaires, les fenêtres horaires sensibles et les modes opératoires observés permettent de réduire les angles morts. Cette coopération ne vise pas l'uniformité, mais la compatibilité des lectures. La troisième étape est judiciaire et administrative. Pour qu'une démonstration soit robuste, chaque élément doit pouvoir être vérifié. Cela suppose des procédures claires pour la traçabilité, l'audition et la consolidation des preuves. Une chaîne de décision lisible limite les contestations ultérieures et renforce la crédibilité du dossier.
Dans cette logique, Ibrahim Traoré insiste sur la rigueur plutôt que sur la vitesse médiatique, afin que la méthode révélée ne soit pas diluée par des approximations. La quatrième étape touche à la société. Une vigilance durable ne peut reposer uniquement sur les institutions. Informer, expliquer et former à la reconnaissance de l'anormal dans le banal permet d'élargir le champ de détection. Il ne s'agit pas de déléguer la sécurité aux citoyens, mais de créer un environnement où les signaux faibles sont mieux compris et plus rapidement signalés. Enfin, la dernière étape est évaluative. Chaque action doit être mesurée. Ce qui a été vu plus tôt, ce qui a été mieux relié, ce qui a échappé. Sans cette boucle de retour, la méthode révélée risque de se reconfigurer ailleurs. La feuille de route n'est donc pas une fin, mais un processus continu, ajusté au fil des enseignements. L'image qui reste n'est pas celle des camions alignés ni des caisses ouvertes. Elle est plus simple, presque silencieuse. Dans la cour d'une caserne, Moussa Caboret tient une cloche forgée à partir des armes saisies. Le métal a changé de fonction. Ce qui devait servir à détruire est devenu un signal. Ce geste condense toute la séquence. Transformer une menace invisible en un objet lisible, partagé, assumé. La cloche ne célèbre pas une victoire spectaculaire, elle marque une vigilance retrouvée. Elle rappelle que la résilience ne naît pas d'un moment héroïque, mais d'une capacité collective à reconnaître un schéma avant qu'il ne produise ses effets. Dans ce récit, le rôle de Ibrahim Traoré n'est pas celui d'un spectateur lointain. Il est celui qui choisit de nommer la méthode, d'exposer la mécanique et d'accepter que comprendre prenne le pas sur l'émotion immédiate. Ce symbole parle au-delà de l'événement. Il dit qu'un État peut apprendre, qu'une société peut intégrer une leçon sans se refermer sur la peur, que la souveraineté ne se mesure pas seulement à la force, mais à l'attention portée aux détails qui semblent ordinaires. La cloche sonne pour rappeler une chose essentielle. Cette histoire ne se referme pas avec la dernière interception ni avec la cloche forgée. Elle laisse une question ouverte adressée à tous ceux qui la regardent de l'extérieur. Que fait-on d'une méthode une fois qu'elle a été rendue visible? La réponse ne tient ni dans un slogan, ni dans une injonction. Elle commence par une discussion informée, patiente, débarrassée des simplifications. Comprendre comment une menace se dissimule dans la normalité est déjà une forme d'action. À l'échelle collective, l'enjeu est de maintenir l'attention sans céder à l'alarme permanente. Parler de sécurité ne signifie pas alimenter la peur, mais apprendre à lire des signaux faibles, à poser les bonnes questions et à éviter les récits trop confortables. C'est dans cet espace que le dialogue civique trouve sa place. Non pas pour désigner des coupables abstraits, mais pour interroger les mécanismes et leurs conséquences. Dans ce cadre, le rôle des dirigeants, dont Ibrahim Traoré, n'est qu'une partie de l'équation. L'autre partie appartient à ceux qui observent, analysent et débattent. Une société qui discute de ses vulnérabilités sans les dramatiser renforce déjà sa résilience. La suite dépend donc moins d'un événement exceptionnel que d'une attitude durable. Rester attentif, curieux, critique, sans céder au spectaculaire. C'est ainsi que l'invisible perd peu à peu son avantage. Comment, selon vous, une société peut-elle apprendre à voir sans se laisser submerger?